ma petite Julie, si t'étais pas si jeune, je t'aurais pris. Oups, Comment ça va? je me suis trompé de canal. Ça va bien, et toi, Bello, t'as fait bon vol? Oui, c'est un bon vol, oui. Et On là, est tu de retour. sors Quand on est de de retour, c'est un bon l'aquarium, vol. du spa, de la douche, qu'est-ce qui se passe, là? Du spa, honnêtement, oui, du spa, oui. Ça, c'est la bonne réponse. Pas l'air facile, hein? Non, c'est correct, ça va, là. OK, correct. Correct. OK, combien vaut Lane Hudson, Tony? J'ai parlé avec Pierre Maguire plus tôt aujourd'hui, puis lui était à Ottawa quand les sénateurs ont consenti un contrat de 8 ans à Jake Sanderson. Il y a 2 ans de ça, pour 8 millions de dollars, un peu plus que 8 millions de dollars par saison. Et Pierre disait, il faut que le Canadien commence avec un contrat comparable, qui veut dire, comparable, ça veut dire que les sénateurs ont identifié Sanderson comme un gars qui doit être sur un contrat de 8 ans. Le Canadien doit faire la même chose. Ça se peut que l'agent de Hudson va vouloir faire différemment, mais c'est sûr que Hughes va pousser pour un contrat de 8 ans. Maintenant, si Sanderson a signé pour 8 ans, pour 8 millions, il y a 2 saisons de ça. Et 2 ans plus tard, la masse salariale va monter, puis ça va monter pour les années à venir. Et Lane Hudson a gagné le trophée Calder pour la recrue de l'année. Et on apprend aujourd'hui que Lane Hudson a fini 9e au scrutin pour le trophée Norris. Il y a eu des votes de 3e place, des votes de 4e place, puis 22 votes de 5e place. Mais à ce moment-là, si tu fais la mathématique, là, je pense que ça commence à 10. Bien, tu peux pas aller en bas de ça, Tony, parce que, d'abord, peu importe ce que ce sera, l'entente ne va commencer qu'au départ de la campagne 26-27. Donc, dans 4 ans d'ici, la masse salariale va être à 125 millions. Hudson serait seulement à la 3e année d'un contrat de 8 ans. Si on va chercher un comparable au Colorado avec Cale Makar, parce que la comparaison avec Jake Sanderson, mes respects à Pierre, là, ça ne tient pas la route. On n'est pas dans la même catégorie de défenseurs. Jake Sanderson est là, Lane Hudson est là. C'est déjà le cas. Lane Hudson est une super vedette de la Ligue nationale en devenir et on voit son potentiel se situer quelque part entre Quinn Hughes et Cale Makar. Makar a signé 9 millions par année pour 6 ans seulement au cœur de la pandémie en 2021, alors qu'il y avait une incertitude sur le plafond salarial des revenus de la Ligue périclitaient. Et dans le même espace-temps, Quinn Hughes s'est entendu pour 7 850 000 pour 6 ans également avec les Canucks de Vancouver. Alors, basé sur 2021, la valeur de Hudson, pour moi, se situe quelque part en 7,85 et 9, mais plus proche du 9 parce qu'il est plus proche de Makar que de Hughes. Il est déjà supérieur à Quinn Hughes, selon moi. Maintenant, on est 4 ans plus tard et on extrapole dans 4 ans d'ici une masse salariale à 125 millions. Si on respecte le 11,25 de la masse au moment de la signature pour un gars comme Cale Makar, la vraie valeur d'Hudson, rendue à la 3e année d'un contrat de 8 ans, est entre 14 et 15 millions par saison. Évidemment, si la courbe de progression se maintient. De là, l'idée de régler ça pour longtemps immédiatement. Parce que si le Canadien prend le risque de laisser écouler la dernière année du contrat de rentrée de Hudson, ça se peut qu'on ajoute un Norris au Calder et là, ça va débarrer au-delà de 13-14 millions par saison. Il est temps de régler ça. Mais si tu veux régler ça pour 8 ans, Hudson est dans le siège du conducteur, là. Tu veux 8 ans, parfait, je prends me marier avec toi 8 ans. Tu vas me donner 100 millions. Si tu ne me donnes pas 100 millions, on va régler pour moins, puis on se reparlera plus tard. Est-ce que le Canadien a attendu à la dernière année de contrat de Caden Gooley pour lui offrir un nouveau contrat? Non. Est-ce qu'ils ont attendu la dernière année pour le contrat de Juraj Slafkovský pour lui offrir un nouveau contrat? Hélas, non, et ça, c'était une erreur. Mais on ne répare pas une erreur en commettant une deuxième erreur. Tu dois régler Hudson tout de suite. Tu prends pas de chance. Donc, je suis convaincu que les Canadiens vont faire. Puis, tu sais, Pierre, il avait dit, on part avec le contrat de Sanderson. Ça veut dire on part avec un contrat de 8 ans. Pas qu'on part avec un contrat de 8 millions, mais si on part avec un contrat, ça doit monter à tous les ans. Pierre a aussi mentionné que, selon lui, Hudson va être dans la discussion pour le trophée Norris, pour les premières 3, dans le top 3 des défenseurs pour le trophée Norris,
pendant plusieurs saisons. Ben oui. Et une des choses dont on doit peut-être parler à un moment donné, c'est que est-ce que le Canadien ont en place le partenaire idéal pour Lane Hutson? Puis si ce n'est pas le cas, ça serait qui le partenaire idéal pour Lane Hutson? Parce que il y a eu des grands défenseurs dans l'histoire de la Ligue, des Zubov, des Brian Leetch, tu peux nommer n'importe qui ont trouvé des partenaires à la défense idéal pour eux, pour complimenter leur jeu. Dans le cas de Brian Leetch, qui était un superstar, JC, dans la Ligue nationale de hockey, c'était un gars avec beaucoup moins de talent en Jeff Bukaboom, mais Bukaboom a très, très bien complimenté un gars comme Leetch. Complétait à merveille Brian Leetch. Exactement ça. Donc, ça va être qui le Jeff Bukaboom? Honnêtement, là, à en écouter certains, et je dois accorder du crédit à leurs propos, j'ai pas de raison de douter de leurs intentions dans le propos, et j'espère sincèrement qu'ils ont raison, parce que s'ils ont raison, le partenaire idéal s'appelle David Reinbacher. Oui, et d'ici là, Reinbacher, là, est-ce que tu es convaincu qu'il va être avec le Canadien l'an prochain? Ben non. Puis moi je ne suis pas convaincu que Reinbacher va être le partenaire pour Lane Hutson. Je vais te dire pourquoi. Parce que Reinbacher a des instincts offensifs. Reinbacher, c'est pas le gars qui donne les meilleures mises en échec. Reinbacher, c'est pas le gars le plus méchant. Reinbacher, c'est pas le gars le plus physique. Puis Reinbacher, pour moi, les choses que moi, je vais rechercher, je vais être à la recherche pour un partenaire idéal pour Hutson, ça va être ces choses-là. Un gars qui va contrôler la défensive quand Hutson va se porter à l'attaque. Qui va être un gros gabarit, qui va être en mesure de donner des mises en échec, de le protéger. Parce qu'à un moment donné, puis je vais finir avec ça, Lane Hutson, il va être un cible. Alors, ce que tu me dis, c'est Hag à Vegas qui a alimenté les rumeurs plus tôt cette semaine, qui devient un candidat logique, même si c'est un gaucher, il est capable de jouer du côté droit. C'est un gros bonhomme qui frappe, qui n'a pas peur de redresser les torts. Il peut être un bon protecteur, puis il a du bon hockey dans le nez également. Alors, ça pourrait être un candidat intéressant. Sinon, parce que à t'écouter parler, ça veut dire que Reinbacher ne peut pas être sur la première paire de défense du Canadien. Devient donc le partenaire de jeu de Caden Goulet sur la deuxième paire et ça relègue Logan Mailloux sur la troisième paire de défense avec un gars comme Albert Jacquet, peut-être. Alors, on a un trou à combler, là. Il y a un trou à combler, là. Peut-être un jour, ça va devenir Logan Mailloux. Parce que pour moi, Logan Mailloux a plus de méchanceté dans son jeu qu'un David Reinbacher. Il l'a pas montré encore dans la Ligue nationale. Là. Il l'a pas montré. Je comprends. Mais peut-être qu'est-ce que les Canadiens ont besoin, c'est une solution à court terme pour jouer à côté de Lane Hutson, parce qu'à long terme, peut-être ça va être un de ces gars-là. Est-ce que ça se peut être... S'il y a des gros... Moi, Hag, là, je l'aime, Hag. J'aime pas le fait qu'il soit gaucher, par exemple. Ça, j'aime pas du tout. Ouais. Au moins qu'il va prendre la place de Struble puis de Jacquet, puis c'est pas lui qui va être le partenaire de Lane Hutson. Parce que pour moi, Hutson doit jouer, même s'il est capable de jouer à droite, Hutson, il doit continuer de jouer à gauche, puis on doit trouver un défenseur droitier pour lui. Mais il y a quelque chose dans le jeu de Reinbacher. Oui, il a un instinct offensif. Est-ce que c'est tant du gaspillage de lui demander de rester à la maison et de prendre soin de Lane? Je suis pas convaincu de ça. Faudra voir. Mais ce qui est certain, c'est qu'on doit sécuriser Lane Hutson et pour longtemps. Ce dossier-là doit se régler. Tout ce qui traîne se salit. Et j'aimerais clarifier quelque chose parce que le contrat de Hutson, comme tu viens de mentionner il y a quelques minutes, ça prend fin l'an prochain. Il va commencer son troisième année d'un contrat de 3 ans, lui qui a brûlé la première année de son contrat. Ouais. On parle à Montréal beaucoup d'offres hostiles. Puis, je sais qu'on a posé la question à Jeff Gorton en fin d'année. Penses-tu que ça serait quelque chose qu'on va voir plus à travers la Ligue? Est-ce que c'est un mécanisme qui pourrait intéresser le Canadien de Montréal? Puis Jeff Gorton a répondu que lui pense qu'on va voir plus d'offres hostiles dans la Ligue. On sait que les Blues de Saint-Louis ont réussi avec succès pour signer un défenseur puis un ailier qui appartenait aux Oilers d'Edmonton via les offres hostiles. Et il y a des partisans qui ont peur. Un instant, est-ce que le Canadien peut faire des offres hostiles en sachant que le Canadien a Hutson puis Demidov au risque de les perdre aux dernières années de leur contrat si jamais ils ne signent pas une prolongation avant ça?
Puis la réponse à ça est, ayez pas peur. Parce que quand un joueur brûle la première année de son contrat, comme Hudson puis Demidov l'ont fait, ils sont pas sujets à des offres, ils sont pas éligibles à des offres hostiles d'autres équipes à ce moment-là. Donc, si tu as un contrat de 3 ans, puis tu rentres dans ton 3e année, et tu vas être un agent libre avec restriction, tu peux recevoir une offre hostile. Mais si tu rentres dans la 3e année de ton contrat, mais tu as brûlé la première année, comme Hudson a brûlé et comme Demidov vient de brûler, tu ne peux pas offrir des offres hostiles à ces joueurs-là. Donc, si moi, je serais le duo Gorton-Hughes, l'option des offres hostiles pourrait m'intéresser beaucoup parce que avec Suzuki sur contrat, Caulfield sur contrat, Slavkovski sur contrat, Gouli sur contrat, Montembeault sur contrat, Hudson puis Demidov qui ont brûlé la première année, tu n'as pas à avoir peur. Le seul gars qui pourrait être sujet à une offre hostile, si je ne me trompe pas, à ce moment-là, serait d'ici 3 saisons, ce serait Fowler. Parce que lui, il n'a pas brûlé la première année. Exact. Il n'a pas brûlé la première année, puis ce ne sera pas pour demain la veille, puis on traversera le pont rendu à Rivière. Mais oui. Il était temps que les directeurs généraux arrêtent de s'auto-congratuler entre eux et jouent la vraie game. La réglementation permet les offres hostiles. Faites-en. C'est un espoir véritable pour les franchises du Canada. On a vu les effets que ça a fait, l'avorton de Marc Bergevin dans le dossier Sébastien Aho. Puis ça a fini par nous débarrasser de KK. Pas sûr que les Canes ont gagné au change tant que ça. En tout cas, Aho, lui, a gagné entre-temps. Il y a des affaires intéressantes là-dedans. C'est de la belle business à faire, là. Tu identifies des cibles et des équipes. Et moi, je n'hésiterai pas un seul instant à faire des offres hostiles à des joueurs d'équipes qui sont dans ma cour, dans ma division. Parce que ça fait partie du jeu d'échecs, de la game de Battleship, pour tenter de couler l'adversaire. C'est un adversaire direct. Tu peux faire coup double et lui faire doublement mal si tu réussis une offre hostile qui est acceptée et qui n'est pas égalée. Mais la plupart sont égalées. Mais c'est correct. Il n'y a pas de problème. Tu sais, au moins, le jeu en vaut la chandelle. Le jeu en vaut la chandelle. Puis peut-être que tu peux, dans le dossier d'une offre hostile avec un gars, je ne sais pas moi, au hasard, là, Mason McTavish, laisser planer cette menace-là et obtenir une entente pour une transaction avec une entente contractuelle pour McTavish, je comprends? Ça fait partie de la game, fait partie du jeu. Écoute-moi bien, là, t'as envie de déposer une offre hostile, on peut-tu se parler? Peux-tu faire une trade? Peux-tu faire un échange, une transaction? Ben oui. Tu t'appelles l'autre DG puis tu dis, écoute, là, est-ce que tu es intéressé à faire un échange? Parce que sinon, moi, je vais déposer une offre hostile. Exactement. C'est la façon de le faire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Parlant des Ducks, et j'ajoute les Blue Jackets, 2 destinations possibles pour Mitch Marner, vraisemblablement, c'est terminé à Toronto. Là, on n'arrête pas d'apprendre qu'il avait été dans des rumeurs de transactions à gauche pas à droite. C'est effrayant comment les livres sont tout faits pour se débarrasser de ce petit gars-là cette année. Écoute, ça va être intéressant pour voir où est-ce qu'il va aboutir. Moi, personnellement, Columbus, je ne crois pas que Columbus va être une équipe qui peut aspirer à la Coupe Stanley un jour. Lui, Mitch Marner, qui évidemment est à la recherche de Coupe Stanley. Mais les Ducks d'Anaheim, je dirais que les Ducks d'Anaheim sont parmi les 5-6 équipes avec le meilleur avenir dans les prochains 6, 7, 8 ans dans la Ligue nationale. Je pense que les Ducks, à un moment donné, peuvent être une équipe qui peuvent aspirer à la Coupe Stanley. J'imagine que ça va être une destination attrayante aussi pour d'autres agents libres. Donc, des Ducks, ça fait du sens. Les Blue Jackets, pas convaincus, JC. En raison de sa réciprocité avec Patrick Marleau, n'écartons pas les Sharks non plus. Merci. Ah, je comprends. Ben oui. Tonino Bello. À demain en studio. Ciao. Bye-bye. Ciao. Le baron Alain Chantelois.